de médias, de journalistes, quand ils parlaient du printemps arabe. Mais non, c'était liberté, c'était effectivement émancipation, c'était tous ces mots qui, en fait, sont des mots psychanalystes, Valérie, et qui prennent sens. Alors, j'ai donc décidé d'interroger pour quelles raisons cette question d'émancipation, cette idée d'émancipation qui, dans les années 1830-1835, était des mots à la mode. Hein, comme aujourd'hui, les émotions sont à la mode. C'était à la mode. C'est-à-dire que dans la totalité des journaux, vous aviez des titres du type l'émancipation du peuple et les femmes. Et j'aime beaucoup ce texte que j'ai découvert il y a très longtemps aux Archives nationales. Et donc, ça émane d'une femme qui s'appelle Adèle de Saint-Amand, visiblement influencée par les Saint-Simoniens, et qui dit ceci, il faut quand même, c'est imprimé, c'est pas une lettre, une correspondance. Les questions les plus dominantes maintenant sont sans contredit celles qui ont rapport avec la liberté des femmes. C'est un retentissement universel dans les salons, dans les théâtres, dans les romans, les ateliers et les mansardes. Il n'est pas jusqu'aux journaux mâles qui n'agitent plus ou moins directement les questions de liberté des femmes. Et je ne peux pas vous lire la totalité, mais de toutes parts, on ne parle que de ça. Et elle ajoute quelque chose, c'est donc un manifeste, c'est une proclamation aux femmes, sur la nécessité de fonder une société du droit des femmes. Elle ne fait pas allusion à Olympe de Gouges. Les femmes ne devront qu'à elles-mêmes leur émancipation définitive. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? Les femmes ne devront qu'à elles-mêmes leur émancipation définitive. On n'a pas fait mieux. D'un certain point de vue, MeToo ne fait que faire ressurgir quelque chose que les Saint-Simoniennes, à cette époque-là, en publiant La femme libre, avaient découvert, et aucun domaine n'était étranger à la question de l'émancipation. La famille, le rapport homme-femme, bien entendu, le travail, tout était mis en cause pour que les femmes puissent accéder vraiment à leur propre liberté. Raison pour laquelle il me semble important de revenir à cette période-là, parce qu'à aucun moment la question d'émancipation n'a été aussi fortement déclarée, énoncée et débattue, au point que Pierre Desmarres, qui faisait partie de celles qui estimaient en 1933 que la liberté des femmes telle qu'elle l'envisageait était impossible, décide de se suicider librement. Je dis bien de se suicider librement à la manière de Condorcet, dans la mesure où elle explicite son geste. Il est impossible à l'heure actuelle d'aller jusqu'au bout de notre volonté d'être émancipés, et elle prononce ce qu'elle appelle une parole souverainement révoltante. Je crois que c'est une de celles qui avait compris réellement le sens de souverain. Bref, si vous dépouillez les journaux des années 1830, on n'a pas mieux fait. Il faut attendre 1970 pour retrouver l'idée d'émancipation. Et donc, lorsqu'elles disent quelle est cette coutume qui nous oblige à porter le nom du mari, alors que ce n'est même pas inscrit dans la loi, tout y est, mariage équivalent de la prostitution, je passe. C'est réellement une compréhension à la lettre du texte de Kant. Qu'est-ce que les Lumières? La liberté, c'est celui qui est en capacité de se libérer des tutelles dont il est responsable. Impossible d'imaginer une liberté donnée par l'autre. La liberté est obligatoirement acquise. Et les femmes de cette époque-là, les hommes de cette époque-là ont compris le processus émancipateur associé à la liberté à partir du moment où il y avait ces théories utopiques qu'on a assimilées au socialisme utopique. Celui qui est à l'origine de ça, c'est Pierre Leroux. C'est cette idée que l'émancipation
était liée à une critique du système, on ne parlait pas comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, et au-delà de la critique, il y a justement ce prolongement vers un ailleurs, un mieux-être, et du même coup, il y avait cette dualité extrêmement intéressante à prendre en compte, critique du réel et dépassement de ce réel dans un autre monde, dans un ailleurs. Mais il est vrai qu'à ce moment-là, les utopies étaient synonymes de réforme. Alors, bien sûr, il ne s'agissait pas de réforme à la Édouard Philippe ni à la Macron, bien entendu. Il s'agissait de vraies réformes, de transformation des rapports sociaux. Et les uns et les autres y croyaient. C'est sur cet élan-là que 1848 est intervenu. On a cru à la possibilité émancipatrice, c'est-à-dire à la liberté de tous comme de chacune. Et tout ça, c'était l'esprit de liberté qui était en fait issu à l'origine de la Révolution française, où on estimait que 48 était l'achèvement des promesses des Lumières. Mais tous et chacun, pas simplement les socialistes, les ouvriers qui avaient fait la Révolution, la totalité des gens, puisque Tocqueville, qui se balade dans les rues de Paris en 1848, est étonné. On veut, dit-il, tout bouleverser, tout remettre en cause. Même cette coutume qui date de tout temps, c'est-à-dire cette domination des hommes sur les femmes. Et dit ça, c'est pas possible. Alors, forte de cette connaissance, donc je baigne dedans, si je puis dire, depuis ma thèse, donc c'est quelque chose qui m'habite, je vis avec les gens de 1830 depuis très très longtemps, que je me suis interrogée sur cette phrase d'Adorno et d'Horkheimer en 1942. Je la cite. Pourquoi l'humanité orientée vers l'émancipation retombe-t-elle dans une nouvelle barbarie? Pourquoi ce renversement de l'émancipation en autodestruction de l'humanité? 1940. Donc, un siècle après, des auteurs aussi lucides, aussi critiques qu'Adorno et Horkheimer posent la question: où est passée l'émancipation? C'est donc une question que nous devons nous poser. En un siècle, qu'est devenue l'idée d'émancipation? Alors, je pourrais vous en parler pendant très très longtemps, donc je vous propose la chose suivante, à partir de cette origine 1830, 1835, essayez de franchir les différentes étapes entre le 19e siècle et le 21e siècle et comprendre ce qui s'est passé pour que, aujourd'hui, on semble redécouvrir ce que nos ancêtres connaissaient très bien et étaient persuadés d'obtenir immédiatement. Comme si l'idée de insurrection, l'idée de révolte ne se conjuguait pas avec l'idée de révolution, mais au contraire, s'opposait. Alors, je vous mets ça en main et on va essayer d'en discuter. Alors, moi, je commence par où vous voulez. Je peux faire le processus historique classique jusqu'à la fin du 19e siècle, de la naissance de la première internationale, parce qu'il y a tellement de factualité jusqu'à l'organisation, mais je peux vous tracer rapidement un fil pour que vous essayiez de comprendre, parce que c'est le livre que je suis en train d'écrire, donc c'est un petit peu frais dans ma tête, mais il y a trop de choses et j'ai peur de vous perdre en vous perdant moi-même. Qu'est-ce que vous préférez? Je vous trace le fil. Allez-y. Ouais, et vous m'interrompez si je vous zappe. Alors, première hypothèse, c'est là aussi que j'ai emprunté à Benjamin, c'est que il nous faut vraiment maintenant sortir entièrement de l'écriture de l'histoire traditionnelle. On a l'habitude d'écrire l'histoire de la cause à l'effet, mais en fait, la cause, on va la trouver avec l'effet. Donc, on considère que l'événement advenu, alors je prends un exemple, la République, c'est simple.
nous sommes toujours sous le régime de la même République. Hein, tout de suite, la République est née en 1792, elle a été très courte, ensuite 1848. Ensuite, je prends l'exemple de la France, mais on pourrait prendre la totalité de l'Europe, voire des États-Unis. C'est impossible de prendre la totalité, mais on fera des incises. Donc, la République, ou le régime constitutionnel, voilà, c'est le régime qui est assimilé à la démocratie. Et c'est désormais un donné. C'est-à-dire qu'on considère que la République est un donné. Vous entendez très souvent parler de démocratie, de système républicain, de régime républicain, etc. Comme si ça allait de soi. Or, ce donné est issu justement d'un processus où les enjeux sont parfaitement lisibles historiquement. Sauf que la République, telle qu'elle existe, elle est intervenue à partir de l'échec de la vraie République. C'est-à-dire que si on prend le fil des événements non advenus, c'est une histoire complètement différente. 1792, les citoyens passifs entrent par effraction dans la sphère publique et demandent tout simplement qu'ils puissent bénéficier des droits politiques pleins et entiers. Puisqu'ils sont citoyens passifs, ils n'ont pas le droit de vote, donc ils sont considérés comme encore des citoyens à demi-mot, et du même coup, c'est une république qui s'impose de par la révolution des citoyens passifs qui réclament, puisqu'ils défendent la patrie, donc qui réclament la citoyenneté pleine et entière pour devenir citoyens actifs. Ça ne dure pas. Il y a eu le coup d'État de Napoléon, etc., le monarchie constitutionnelle. Mais on n'a pas oublié, dans le mouvement ouvrier naissant, c'est-à-dire dans ceux qui essayent d'obtenir la liberté pleine et entière, et la liberté, ça signifie tout simplement le pouvoir d'agir intellectuellement, politiquement, socialement. On redécouvre, pour ceux qui font du travail, on fait des études sur le genre, on redécouvre bizarrement cette expression, la capacité d'agir via les concepts états-uniens, mais alors c'était là, hein, la liberté c'était ça. Donc, cette liberté pleine et entière, il l'impose ensuite avec cette réminiscence de 1792 et de 1793, c'est-à-dire la Constitution qui n'a jamais été appliquée. En 1848, je fais l'impasse sur 1830, en 1848, ils demandent tout simplement la République. Mais ils ajoutent la vraie République. Le grand mot d'ordre de 1848, c'est qu'ils veulent la vérité des mots, la vraie liberté, la vraie fraternité, la vraie République. Et donc, cette République, que certains vont appeler la République démocratique et sociale, c'est que l'égalité doit être réelle. Petit à petit, révolution, insurrection de juin 48, c'en est fini de la République démocratique et sociale, et c'est la République tout court qui s'impose. Donc, l'événement advenu, c'est celui qui était préparé, élaboré, débattu, écrit par les libéraux qui ont imposé une république tout court. Et là, c'est les grands classiques. Tous les écrits de Tocqueville sont extrêmement explicites sur quelle république il faut. Mais ça n'a rien à voir avec la République qui était issue de la Révolution, comme ça n'avait rien à voir avec la République issue de celle de 92, c'est-à-dire la marche des citoyens actifs lorsqu'ils ont envahi l'Assemblée nationale, etc. Donc, il faut maintenant, si on veut saisir réellement les raisons pour lesquelles aujourd'hui ressurgissent des mots d'ordre qui en fait avaient été oubliés, il faut rompre avec les continuité historique. Il faut saisir les enjeux et comprendre ce qui s'est passé à un moment. J'ai pris l'exemple de la République, mais je pourrais prendre l'exemple de la liberté, je pourrais prendre l'exemple de la fraternité. La fraternité, par exemple, à cette époque-là, c'était l'équivalent de communisme. Donc, vous avez tout un processus comme ça qui, petit à petit,
la mise en perspective des enjeux du temps, vous avez des phénomènes vainqueurs par rapport à des événements qui sont considérés comme possibles, mais qui n'adviennent pas. Ça signifie que l'histoire est écrite en général par précisément ce jeu d'événements qui adviennent. On dit que la République est née en 92, ensuite Deuxième République en 48, Troisième République à la fin du siècle. C'est la même. Eh bien non, elle n'a rien à voir avec la précédente. Et c'est donc ce processus de lissage, d'effacement des possibles, qui fait en quelque sorte, qui organise, qui oriente le sens de l'histoire. Et donc, moi j'ai toujours œuvré pour qu'on oppose le sens de l'histoire par rapport au mouvement de l'histoire. Revenons à l'émancipation. Dans la première moitié du siècle, ce que Victor Hugo n'a jamais compris dans Les Misérables, en écrivant Les Misérables, mais absolument pas, ou s'il l'a trop compris, il essaie de l'effacer, il y a bizarrement un paradoxe, un espoir extraordinaire où on imagine que la liberté, quand c'est possible en 89, elle va être là. Et donc c'est constant, c'est partout en Europe. C'est pas simplement Byron qui est parti libérer les Grecs. Hein. Vous avez énormément de gens lambda qui, effectivement, vont en Espagne, aider les Espagnols, partent en Grèce, s'expatrient plus ou moins transitoirement en Belgique, puisque la Grèce, comme vous le savez, est indépendante en 1830, en Belgique aussi, et que en Espagne, on essaye de mettre à bas la monarchie traditionnelle. Et vous avez énormément, si vous voulez, de manifestations de gens lambda qui croient à la liberté. Donc, pendant cette première moitié du siècle, ça va de soi que la liberté est possible. Et donc, comme ça va de soi, ça doit aboutir. Et donc, il n'y a pas de droit social. Il n'y a aucune possibilité, pas de droit de grève, il n'y a rien de tout ça. La grande lutte des révolutions, c'est l'abolition de la misère. Il ne faut pas imaginer un prolétariat artisanat mythique. Hein. C'est l'abolition de la misère. Paradoxalement, en même temps que l'abolition de la misère, il y a précisément cet espoir extraordinaire vers l'émancipation. Et donc, l'auto-organisation, ça n'est pas simplement une pensée de socialiste ou d'illuminé utopique, c'était la seule voie possible. Et donc, au moment des révolutions, ils se sont effectivement auto-organisés à travers les associations, mais ça a commencé par les sociétés de secours mutuels. Donc, c'est l'auto-organisation. Et c'est parce que c'est l'auto-organisation qu'il était envisageable d'imaginer l'émancipation et la liberté. Et pour eux, ça ne faisait il n'y avait aucune ambiguïté. On est libre qu'à partir du moment où on se libère soi-même, pas simplement des tutelles qui nous enferment, mais également, bien entendu, à l'intérieur des associations contre le patronat, etc., etc. C'était pas aussi élaboré, mais c'était cette idée. Donc, lorsque la première internationale de Sceaux se met en place, obligatoirement, le mot d'ordre de l'international, c'est pas Marx qui l'a inventé, c'est prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Figurez-vous, parce qu'on a oublié ça, que les débats de la première internationale au tout début, Varlin l'explicite, Varlin c'est un homme de la Commune, l'explicite clairement dans sa correspondance, pose la question, est-ce qu'on fait appel aux intellectuels, ils n'appellent pas ça les intellectuels, mais les gens qui ne sont pas ouvriers, est-ce qu'ils peuvent participer à notre réunion? Non, non. Les réunions de la première internationale ne réunissent que les ouvriers au tout début. Et puis peu à peu, cette idée de progrès, cette idée de liberté prend un sens différent. C'est-à-dire que le progrès auquel beaucoup croyaient, c'est-à-dire qu'il y avait progrès humain en même temps que progrès technique, eh bien ce qui l'emporte, c'est le progrès technique. Et plus du tout le progrès humain. Si bien que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, au fur et à mesure de la révolution industrielle, il y a des perditions
de l'esprit de liberté, il y a aliénation beaucoup plus importante et il y a assujettissement extrêmement important. Et du même coup, l'organisation, aussi bien syndicale que politique, va bientôt se substituer à l'idée émancipatrice, à l'idée d'auto-émancipation. Et peu à peu, là il faudrait lire vos classiques, en particulier la critique du programme de Gotha de Marx, peu à peu on avait l'impression que s'émanciper, c'était s'émanciper du travail. C'est-à-dire c'est par le travail, soit s'émanciper de l'aliénation au travail, soit s'émanciper par le travail. Mais tout ce qui fait la liberté de l'individu, émancipation de la famille, émancipation individuelle, émancipation des femmes par rapport à la domination, tout ça est oublié. Comme si entièrement, l'entièreté du mouvement ouvrier se constituait à partir de la révolution industrielle. C'est pas un hasard, d'ailleurs, Benjamin le relève dans le livre des passages, si le mouvement ouvrier s'est constitué de manière concomitante avec les expositions universelles. Comme si le mouvement ouvrier était appelé à œuvrer du côté de la consommation, c'est-à-dire participer de la question de la marchandise, de la consommation, et du même coup participait de ce que Marx va appeler le fétichisme de la marchandise, et était prisonnier du processus. Et on va oublier entièrement cette idée d'auto-émancipation. Et on va garder la définition que Marx donne dans les premiers écrits, et notamment dans la question juive, sur l'émancipation, qui pourtant, dans la question juive, il est très clair, pendant le fait qu'il termine par des propos antisémites, on voit bien qu'il distingue l'émancipation politique de l'émancipation globale, l'émancipation du travail de l'émancipation individuelle. C'est-à-dire que Marx, comme tous les premiers représentants du mouvement ouvrier, savait que, effectivement, l'émancipation passait par l'auto-émancipation. Mais à partir du moment où on pense que l'organisation doit précéder la question de l'émancipation, on va considérer les masses comme les masses et plus comme des individus, et on va percevoir un changement possible avec deux orientations possibles, deux orientations éventuelles. Un, les élections, avec la naissance et l'élargissement de la démocratie représentative sous la Troisième République, ou tout simplement la Révolution. Et là, vous faites la différence entre la Révolution spontanée de 1905 et la Révolution organisée, celle de 1917. Ça veut dire que l'auto-émancipation est même éliminée de ce processus qui privilégie l'émancipation collective, c'est-à-dire que du même coup, c'est presque identique à l'affranchissement, en oubliant que les hommes ne peuvent se libérer que par eux. Je vais expliquer précédemment, quelques minutes avant, que lors du premier rassemblement ouvrier, les chercheurs, les penseurs n'étaient pas des amis, et que dans les réunions des premiers événements internationaux sur les progrès de la technique, à partir de là, on commence à intéresser ça, et alors on se dit que le progrès technique a supplanté le progrès social, le progrès humain. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre le progrès technique et le progrès humain. C'est pas une question de cause à effet, parce qu'on a privilégié entièrement le progrès technique. Et là, il faudrait peut-être que vous regardiez de près. On a totalement négligé ce penseur, Gunther Anders. Je ne sais pas si quelqu'un l'a travaillé, en particulier l'obsolescence de l'homme, qui montre très très bien justement ce processus irréversible qui considère que le progrès technique qui a été prioritaire, primordial pour la révolution industrielle, va perdurer au point qu'il va très très loin, Gunther Anders, en prenant comme point de départ Hiroshima, que malgré Hiroshima, je ne parle même pas de la Shoah, malgré Hiroshima, la question de la technique fait que les individus sont assujettis à la machine. C'est toute la thèse de Gunther Anders.
Mais pendant la révolution industrielle, au tout début de la révolution industrielle, vous aviez énormément d'acteurs critiques à l'égard de la révolution industrielle qui commençait par la domination de la nature. Et ils ont oublié de lire Fourier. Fourier, dès 1808, avait expliqué à partir du moment où l'homme s'en prend à la nature, veut maîtriser la nature, c'est, dit-il, l'avant-courrière de l'exploitation de l'homme par l'homme. Aucun des utopistes ou des révolutionnaires de 1830 et de 1848 n'imaginait compatible le progrès avec l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est-à-dire qu'il y avait une contradiction. Et ce qu'avait pressenti Condorcet sur l'esquisse du progrès humain a été complètement oublié. On a privilégié le progrès technique au détriment du progrès humain. Et à chaque fois, la question sociale, séparée du politique, on disait que ça serait beaucoup plus favorable pour les ouvriers dans quelque temps, une fois que la révolution technique aura abouti. Et ce n'est pas un hasard si les expositions universelles ont pris une telle ampleur à la fin du XIXe siècle. Et précisément, on peut voir le lien, si vous voulez, entre ces expositions universelles et la participation, d'une certaine manière, au développement de la marchandise d'une partie du mouvement ouvrier, au détriment d'autres pays, hein, parce que c'est concomitant aussi avec la naissance précisément des empires, de la colonisation. C'est aussi concomitant avec tout ce qui est mis à l'écart, dont on avait parfaitement conscience dans la première moitié du siècle sur la question de l'émancipation, c'est-à-dire que l'autre est considéré comme précisément l'étranger. Je ne vais pas vous refaire l'affaire Dreyfus, allez voir malgré tout le film de Polanski, vous comprendrez qu'est-ce que ça signifie ce processus antisémite qui commence avant l'affaire Dreyfus et qui perdure. Seulement, on n'a pas vu suffisamment lucidement le fait que le film de Polanski, c'est-à-dire que l'antisémitisme, comme le colonialisme, l'infériorité des races, etc., est concomitante avec ce triomphe, cette gloire adressée à la marchandise et au progrès technique. Et donc, si un certain nombre d'historiens ont voulu qualifier le Second Empire de fait impérial, c'est précisément tout ceci qui aboutit à la fait électricité. Et dans ce processus technique, en oubliant les effets du côté des hommes, en acceptant l'aliénation de plus en plus prononcée, relisez les romans de Zola, même si ceux-ci sont un peu excessifs, largement excessifs, il n'empêche qu'il décrit un mouvement ouvrier qui n'a strictement rien à voir avec la description que pouvait faire Owen lorsque celui-ci, par exemple, était visité dans ses usines de New Lanark. Donc, vous avez une dépréciation, une accentuation de l'exploitation de l'homme par l'homme, mais une déperdition de l'idée d'auto-émancipation au profit d'un changement plus global par la prise du pouvoir d'État, soit par les élections, soit par la révolution. Et je fais l'hypothèse suivante, c'est que les individus sont engagés pleinement dans une insurrection et dans une révolte, mais à l'échelle bien moindre, dans un cadre révolutionnaire, stratégiquement élaboré ou préalablement élaboré. C'est comme ça que je fais la différence entre la révolution de 1905 et celle de 1910. Vous avez d'un côté la révolution de 1848, vous avez la Commune de Paris, cherchez les leaders en 1948. Je ne parle pas des représentants élus ou du gouvernement provisoire, mais les leaders insurrectionnels, les leaders de la révolution. Ce sont pour l'essentiel les anonymes. La même chose que pour la Commune de Paris. Et du même coup, cette multiplicité d'individus qui sont partie prenante de la révolution ou de l'insurrection
appelle ça la révolution ou de l'insurrection, c'est quelque chose qui est une montée, si vous voulez, en puissance de l'esprit émancipateur, parce qu'on estime que quelque chose d'autre va advenir, on est sûr que quelque chose d'autre va advenir, c'est pas les cas comme Grec, hein. Alors que lorsqu'il y a une stratégie organisée avec partis et autres, bien sûr que l'URSS, c'est la caricature, mais il n'empêche que ce processus-là, il faut le comprendre pour voir comment l'idée d'émancipation qui correspondait à l'auto-organisation, j'ai pris des exemples sur les femmes parce que c'est elles qui sont allées plus loin, se perd dans l'idée même des masses. De l'individu collectif, on va passer aux masses et aux foules. Et le populisme prend racine précisément sur ce processus massif, en oubliant la participation concrète des individus qui, au moment insurrectionnel, dans les prises de position, comme disait Claude Lefort, les révolutionnaires, la révolution se détecte à partir du moment où les individus pensent avoir la loi pour eux, ils ont incontestablement, chacun et chacune, l'idée d'une critique du réel et d'un dépassement du réel. Raison pour laquelle j'identifie cette idée émancipatrice à la question de l'utopie. Parce que c'est ce double mouvement de critique du réel et de la projection vers l'avenir. Mais c'est un avenir pas du tout lointain, c'est un avenir immédiat. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, cette idée renaît dans les petits collectifs, multiples et divers. Enfin, le plus représentatif et le plus emblématique des mouvements récents, c'est incontestablement la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais vous connaissez aussi les points. Donc, le dernier texte qui a été écrit, que j'ai eu le bonheur de pouvoir lire, c'est une lucidité absolument remarquable, et il retrouve précisément les élans utopiques, les élans critiques, les élans responsables, liberté et responsabilité se conjuguent, au détriment précisément des idéologies. C'est-à-dire que pendant cette période où l'émancipation collective se substitue à l'émancipation individuelle, mais à partir du moment où les individus sont multiples, l'émancipation collective au sens projection stratégique du côté de l'État, eh bien, on perd précisément cette idée, cette expérience concrète qui me semble d'une importance absolument considérable et qu'on retrouve aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui il y a une telle réticence de la part des Gilets jaunes de la question de la représentation? Parce qu'ils découvrent que la démocratie telle qu'elle est développée, telle qu'elle est énoncée, telle qu'elle est répandue dans les médias, est inexacte. Ça n'est pas la vraie démocratie. Et du même coup, cette représentation est simplement le symptôme d'une délégation permanente et délégation de pouvoir permanent qui a permis, en quelque sorte, qui a été la cause de l'oubli du sens même de la liberté. La liberté, c'est, disait Pierre de Roux, le pouvoir d'agir dans tous les domaines, politiquement, intellectuellement, socialement. Donc cette perte, en quelque sorte, de l'idée d'émancipation, on le retrouve aujourd'hui en l'ayant totalement abandonné dans les années du XXe siècle, raison pour laquelle, bien sûr, le contexte dans lequel écrivent Adorno et Horkheimer particulier, mais il n'empêche qu'il a fallu quand même attendre très très longtemps et lire l'histoire de manière complètement discontinue pour retrouver un passé qui avait été totalement oublié. Pourquoi je m'en prends à Victor Hugo dans mon livre Le procès de la liberté, c'est parce que Victor Hugo participe de ceux qui ont écrit l'histoire à leur manière, en niant justement toutes ces expériences extraordinairement intéressantes, précisément ces expériences associatives à partir desquelles les individus découvraient ce que l'émancipation pouvait dire. Et donc, redonner sens
à ce que Kant avait expliqué sur Question des Lumières, et Kant ne s'occupait absolument pas, bien sûr, du petit peuple. Ce qui l'intéressait, c'était ses pairs, et il expliquait que les 3/4 des individus préfèrent la sécurité à la liberté, mais il n'empêche que, vous pouvez tourner la question dans tous les sens, être libre, c'est acquérir soi-même la liberté. Et donc, ça demande énormément de lucidité, de conscience, mais bien entendu, ne peut pas être libre tout seul. Il faut donc quelque chose qui est de l'ordre du collectif. Et pendant la Commune de Paris, ça a été un petit peu la même chose, c'est-à-dire que à la fois, ils se faisaient absolument pas d'illusions, parce que, pas non plus exagéré, ils étaient totalement isolés, mais ils étaient portés par un espoir collectif. C'est-à-dire que c'est pas l'organisation, ni la Ligue, ni l'internationale, ni les Proudhoniens. Non, c'était la façon dont les quartiers étaient organisés dans Paris qui permettait justement de dépasser cette réalité insoutenable, d'une certaine manière, parce que l'espoir était encore là. Et il me semble qu'aujourd'hui, après tous ces espaces, avec bien entendu des discussions pendant 36 et notamment en Espagne avec les expériences libertaires, donc il y a des brèches un petit peu au XXe siècle, 68, etc., etc. Mais il n'empêche que le retour à l'idée d'émancipation réelle, il faut passer des années 1830-1848, plus exactement de maintenant à 1830-1848, pour comprendre la pertinence des propos avec tout simplement les femmes devront elles-mêmes leur émancipation définitive. Ou Jacques de Rouen en 1848, qui va expliquer qu'on n'a pas besoin de révolution, il suffira de nous organiser pour lutter contre, dit-elle, le capital. Je ne sais pas si vous voyez ça. Par exemple, une femme en 1849 elle n'a pas lu ni le manifeste, et bien sûr, le capital n'est pas encore écrit. Ça veut dire qu'il y a justement des moments totalement oubliés qui ressurgissent parce que l'idée de liberté est toujours dans les consciences. Ça prend le schéma que je vous propose. J'ai bien l'impression que c'est un peu nécessaire, mais ça me semble vraiment nécessaire si on veut comprendre ce que l'émancipation veut dire. Et donc, je vais vous donner la définition de l'utopie de l'idéalisation de la colère. Posez-moi des questions en attendant. Voilà. Je vais revenir là-dessus. À l'origine, l'émancipation, c'est l'émancipation des esclaves. C'est-à-dire que affranchissement et émancipation est un peu facile. Si on prend l'idée c'est quelque chose qui est de l'ordre de deux termes à peu près identiques. C'est-à-dire qu'on libère celui qui est attaché au maître. À l'origine, c'est le père qui libère le fils. Mais c'est la pratique émancipatrice qui a fait évoluer le sens. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier de l'étymologie. J'ai toujours dit, moi, à mes étudiants, qu'il était impossible de faire de l'histoire avec un dictionnaire. C'est-à-dire que c'est la pratique vraiment qui est à l'origine du processus émancipateur qui fait que les individus se libèrent eux-mêmes. Parce que la question d'émancipation a été saisie concrètement à partir du moment où, avec la Révolution, enfin les Lumières et la Révolution, et ça à l'échelle de l'Europe, on a imaginé que la démarche individuelle et collective était en quelque sorte le mouvement de l'histoire depuis ses origines. C'est-à-dire que la rupture est complète par rapport, pas simplement avec l'Ancien Régime, le fait d'accepter
les catégories sociales telles qu'elles existaient sont mises en cause après l'exécution du roi anglais, ensuite français. La sacralisation des pouvoirs n'a pas lieu d'être et le rôle de la puissance divine est considérablement diminué. Vous avez dans cela que pendant cette période-là, les institutions ecclésiastiques sont particulièrement malmenées. Ça veut dire qu'on prend conscience, à ces propos qui l'expliquent très très bien dans les mots des choses, on prend conscience, enfin, les individus prennent conscience que l'histoire les a précédés, mais que globalement, les hommes sont un petit peu et largement responsables de leur propre histoire. Vous imaginez ce que ça représente, le traumatisme que ça représente. Donc, si les hommes sont responsables de leur propre histoire, ça veut dire que des catégories entières peuvent intervenir dans l'histoire. D'ailleurs, le peuple au sens noble du terme est entré dans l'histoire, je veux dire presque de manière concomitante, avec les armées napoléoniennes. C'est-à-dire que vous avez un processus révolutionnaire qui intervient, une mobilisation globale, et puis un espoir qui est étroitement lié à ce moment historique où tous les individus peuvent se prétendre libres. À partir du moment où tous les individus peuvent se prétendre libres, à ce moment-là, ils ne vont avoir de cesse que d'obtenir cette liberté. Et de l'autre côté, on va faire en sorte de transformer entièrement le mouvement de façon à ce qu'on s'adresse à des hommes libres, mais à condition qu'ils soient soumis librement. D'un certain point de vue, le capitalisme économique correspondant avec le libéralisme politique s'est imposé de manière extrêmement longue, de manière extrêmement forte et de manière durable, en assujettissant les individus, en faisant en sorte qu'ils se soumettent librement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pour ça que le mot émancipation a évolué, parce qu'il fallait à ce moment-là que les individus se libèrent eux-mêmes. Parce que le mot liberté, précisément, a été dévoyé, si dévoyé qu'aujourd'hui, il signifie, comme vous le savez, s'exploiter de soi-même ou se vendre soi-même. Ça veut dire que cette liberté qui signifiait la possibilité, le pouvoir d'agir dans tous les domaines, signifie justement, a été complètement délité, le sens est totalement délité, parce que le processus politique a fait en sorte d'assujettir les individus, de les contraindre à se vendre, certes, mais surtout à se soumettre. Et de ce point de vue-là, l'école a eu un rôle absolument considérable. On pourrait dire, alors vous allez dire c'est un peu provocateur, mais que l'école a été inventée précisément pour soumettre librement les esprits à la tutelle d'un dispositif libéral d'une efficacité redoutable, puisque celui-ci perdure, y compris dans le néolibéralisme, avec ses différentes étapes. Raison pour laquelle le travail que vous faites à l'heure actuelle, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que la critique que l'on peut émettre à l'intérieur de la société par les mouvements de grève qui existent, les mouvements religieux, c'est intéressant, c'est important. Mais si on arrivait à pénétrer justement les lieux de savoir et les savoirs établis, de façon à ce qu'on puisse tous ensemble déconstruire au noble sens d'héritien du terme le processus qui a fait croire que l'école ou l'université préparait librement les individus. Si vous décryptez les termes mêmes, parce que quand même, le système, enfin, vous connaissez, et vous allez bien sûr être confronté en tant que doctorant pour certains d'entre vous, à ce que l'université appelle justement la recherche. C'est quand même assez étonnant que les étudiants, avant c'était des EC, après ça a été des crédits. Le savoir, c'est des crédits de connaissance. La recherche, c'est l'ANR, Agence nationale de la recherche.
il n'est plus question, depuis que la NR existe, que les chercheurs proposent des thèmes de recherche. Non, ils doivent précisément répondre, ouvrez les guillemets, aux appels d'offres. Tout le vocabulaire à l'université est totalement dévié de son origine réelle. Et du même coup, si on était en capacité de démonter ce processus, je crois qu'on aurait fait œuvre pas simplement utile, d'éclaircissement, tout simplement, de mise au jour d'un processus aliénant. On a l'impression que c'est simplement du côté de la fabrication de la marchandise, c'est-à-dire de la production et de la consommation. Non, ça va beaucoup plus loin. Et je le disais en aparté à un de nos camarades, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que le PowerPoint était, à l'origine, a été fabriqué, c'est une idée de Toyota. Vous savez que Toyota, il y a très longtemps, hein, Toyota, dans les années 70, réunit la totalité de ses entreprises, de ses usines, et ils disent à leurs ouvriers, pas de hiérarchie, rien, partout, ça tourne longtemps le débat. Vous faites ce que vous voulez, et vous dites comment vous évitez les difficultés, comment vous accélérez les cadences, etc. Tout ça est bien entendu soumis à l'algorithme, et ensuite, eh bien, c'est le pouvoir du point. C'est-à-dire que la norme mise au point, une fois que tout a été dit, on va dire que tel atelier doit devenir telle manière. Donc, c'est le pouvoir du point. Et quand je pense que le PowerPoint est arrivé à l'université, sans la moindre critique. Alors, bien sûr, pour faire valoir des illustrations, faire valoir des documents, c'est une efficacité non négligeable, et très souvent, dans les sciences humaines, ça remplace l'écrit, et du même coup, c'est le pouvoir de ce que vous voyez dans l'écran. Donc, tout ce processus-là, je crois que le rôle de l'université est très important, et si on veut aborder la question de l'émancipation à l'université, c'est précisément cette critique systématique que l'on doit faire sur ce qui est imposé aujourd'hui. Alors, bien sûr, moi je suis à la retraite, donc j'en parle aisément, mais comme j'ai connu absolument tout ce processus se mettre en place, lorsque la loi Pécresse est arrivée et qu'on a fait les guignols en tournant en rond dans cette ville qu'on avait appelée la route des obstinés, on a perdu. Et donc, rien n'est perdu définitivement. À chaque moment, il est possible de revenir sur une idée extrêmement importante. Et donc, cette idée d'émancipation, je dirais presque que c'est la clé, c'est le nœud à partir duquel il est possible de penser. Impossible de penser si, préalablement, on n'a pas cette réflexion, cette distance, cette prise de distance par rapport au réel. Et on en a d'autant plus besoin qu'aujourd'hui, absolument tout est encadré et fait en sorte que penser devient une incongruité. Et penser, c'est tout simplement avoir le recul nécessaire pour être en capacité de se penser soi-même en train d'agir par rapport à une réalité qui nous est faite. Rappelez-vous, dans, je ne sais plus lequel de Foucault, hein, nous sommes transis par le langage, mais quand Foucault a écrit ça dans les années 70, maintenant c'est bien pire, hein. On n'est pas simplement transi par le langage, on est assujetti à la mécanique, à la technicité, à la technologie, et bien entendu aux algorithmes. Avoir la distance nécessaire, on ne peut pas faire ça tout seul. On ne peut pas tout le temps être en train de dire, quand on tape sur l'ordinateur, qu'est-ce que je suis en train de faire, ou avec le portable. Il faut constamment avoir des références collectives, avoir des expériences au sein d'un collectif, de façon à pouvoir dépasser le quotidien, mais ça demande quelque chose de très, très, très soutenu. C'est ce que j'ai appelé, moi, dans un de mes précédents livres, le réel de l'utopie. Critique du réel et dépassement de ce réel. Je trouve toujours pas ma définition. Je ne sais pas si je vous ai emmené loin, mais enfin, est-ce que je vous ai aidé à réfléchir ou pas? Vous avez des questions?
Non, mais on n'a pas fini, hein. On a dit 3 heures, on a un quart d'heure. Allez-y. Je voulais savoir quels sont les facteurs qui ont conduit à ce renouveau de l'émancipation au XXIe siècle. Est-ce qu'il y a une fissure dans cette espèce de système de soumission dont vous parlez, qui est à la fois genre, la constitution de l'université, mais aussi peut-être dans l'organisation de la vie sociale, du côté des masses, comme vous l'avez décrit par ce partie. Est-ce qu'il y a une fissure là-dedans? Est-ce qu'il y a une sorte de fissure, de faille dans ce système-là? Ou est-ce qu'au contraire, la pression est tellement forte qu'on ne peut que redécouvrir cette émancipation qui était présente beaucoup plus fortement au XIXe siècle qu'au XXe siècle? Je ne sais pas ce que vous appelez une fissure, mais il y a toujours des fissures. Il y a toujours des failles. Il y a toujours des failles. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui conduit à une acceptation parce que l'ordre prend les moyens nécessaires pour assujettir les individus aux normes que l'ordre estime hiérarchiquement organisées avec tout ce que ça implique. Mais, bien entendu, il reste toujours par devers les individus. Dans le souterrain des mémoires, il reste cet espoir et donc des brèches interviennent. Est-ce qu'elles se sont particulièrement réouvertes maintenant? Constamment, de manière éphémère, soit massivement dans certaines périodes, soit au contraire de manière extrêmement parcellaire, fragmentaire, et constamment. Au XIXe et surtout au XXe siècle, on peut considérer que 36, à l'échelle en particulier européenne et notamment entre la France et l'Espagne, il y a eu des fissures. Là, si vous voyez les expériences, si vous regardez les expériences en Espagne, dans les années 30, pendant la guerre civile, c'est extraordinairement chaotique, ça déstabilise complètement l'ordre, mais l'ordre se remet en place, et du coup réorganise la société par les moyens les plus répressifs, tout simplement par la question de la représentation, c'est-à-dire l'idée que l'on se fait du monde qui est diffusé par tous les moyens possibles imaginables, de l'école en passant par les romans, tout ce que vous voulez. Quand je parlais d'écriture de monde, énormément d'écrivains participent. Ils participent si bien. Comment vous expliquez qu'en 1848 ou en 1830, vous avez énormément d'écrivains qui sont extrêmement favorables, mais pas simplement des petits romantiques, qui sont favorables au mouvement social, et en 71, pas un seul. Pas un seul. Ils sont tous opposés à la commune. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé pour que cette propension à être en communauté, hein, George Sand, elle a fait un plaidoyer pro-novo en 1948 pour le communisme. Elle tient des propos étonnants dans la Commune de Paris. Donc, cette distorsion, cette séparation, ce fossé qui est en train de se creuser, laisse entendre que toute la classe moyenne et la classe supérieure a opté, en quelque sorte, pour le libéralisme, pour la démocratie qui n'est pas encore en place, puisqu'on est dans une période extrêmement fragile, comme dans la commune. Et donc, pour qu'on puisse oublier à ce point les espoirs, et donc la sympathie, ne serait-ce que la sympathie, avec un mouvement qui était très proche, hein, la commune, l'équivalent de ces 48 réalisés, quoi, d'une certaine manière. Donc, c'est bien un processus de représentation sociale, de représentation politique, qui fait sur l'idée d'une autre société possible. Alors, bien sûr, les contextes étaient un peu particuliers. Hein. Bismarck était aux portes de Paris, les conditions Napoléon III voulait de perdre la guerre, avec ce que ça impliquait comme tension, comme fragilité. Il y avait des élections, et donc la grande majorité était
très favorable à l'ordre, hein, de ceux qui sont élus. Et c'est ça que ça veut dire que le processus électoral a convaincu du bien fondé d'une démocratie qui n'en était pas une. Mais il n'empêche que ça explose quelques années plus tard. Hein. Comment expliquer les attentats anarchistes? C'est une brèche, les attentats anarchistes. Mais c'est une brèche un peu particulière quand même. Hein. Parce que là, on passe à un autre niveau. Ça veut dire que la violence l'a emporté, qu'il n'y a plus de débat possible. Enfin, on peut l'expliquer de mille et une manières. Hein. Il faut un mouvement collectif pour pouvoir revenir à une organisation différente pour qu'on puisse dépasser la société telle qu'elle est présente. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, mais Non, c'est la fissure. non, c'est surtout sur l'idée de pourquoi, après, si j'ai bien compris ce que vous dites, une telle ellipse, malgré des passages comme ça fragmentaires de l'émancipation, pourquoi est-ce que ça revient maintenant? Pourquoi est-ce qu'au XXIe siècle, on redécouvre ça? Parce que, alors là, c'est autre chose, je n'ai pas le temps de développer, mais là, vous avez raison. Là, la question, elle est absolument nécessaire. Merci. Parce que, du XXe siècle, disons du Congrès de Tours, hein, je vais vite, à partir du moment où le parti l'a emporté sur l'auto-organisation, jusqu'à 68, qu'est-ce qui prévaut? C'est-à-dire comment on est passé justement de cette possibilité autonome des individus à une idée que le sauvetage viendra soit du parti, soit de l'État. C'est des décennies de délégation de pouvoir. Des décennies où on a appris aux gens à solliciter la puissance supérieure. Le pouvoir des uns et des autres a été délégué avec les élections. Donc, c'est tout un apprentissage. Vous ajoutez à cela qu'on peut sortir de là par un processus critique idéologique. Essayez de réfléchir sur le fossé qui existe. Alors, bien sûr, je ne suis pas la seule à le dire, hein, Nobel l'a dit avant moi, entre Marx, théoricien, Marx militant, qui était capable de dire en 65 l'inverse de ce qu'il avait dit en 48, parce qu'il était un militant, il a pris conscience de l'intérêt justement de ses expériences coopératives en Angleterre, parce que c'était son exemple, et puis le marxisme. Vous voyez la différence entre ce qu'on a appelé le marxisme scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire cette science? Là, il faut revenir justement à Durkheim. Je pensais, parce qu'il y a la rue Durkheim. Là, il y a un bouquin qui vient de sortir tout récent. Je crois que c'est le premier livre critique à l'égard de Durkheim. Je respire, moi, ça fait combien de temps que je fais des critiques à l'égard de Durkheim? C'était les lois de l'histoire. C'est-à-dire que les lois et les sciences l'emportent entièrement sur le processus critique, c'est-à-dire sur la pensée critique. Il y a, pourquoi on a opposé le socialisme scientifique au socialisme utopique? Comment imaginer possible un texte d'Aragon vantant les mérites de Staline? Et je n'en étais pas fou à ce point quand même. C'est-à-dire qu'il y a une chape de plomb idéologique qui s'instaure, chape de plomb qui a perduré très longtemps. Est-ce que vous imaginez possible maintenant ce qu'on a appelé le maoïsme à une certaine époque? Pendant qu'on assassinait des milliers de personnes, là j'espère qu'il y a des Malthusiens ici qui pourront me contrer, la grande majorité des intellectuels vantaient le bien fondé au nom de la rupture idéologique, au nom de cette lutte de classe interne à l'idéologie, si bien que l'histoire ou les mouvements spontanés n'existaient pas. Il fallait un processus de connaissance suffisamment élaboré pour pouvoir intervenir en quelque sorte dans le politique.
Et du même coup, tout le mouvement social, le mouvement historique, réel, l'idée s'était transformée en idéologie au point d'avoir et d'assister à un aveuglement total. Nous étions, je suis suffisamment âgé, nous étions une poignée à comptabiliser les morts pendant la Révolution culturelle. Le Monde même, le journal, interdisait la critique de Mao pendant une certaine période. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Maintenant, c'est même pas imaginable. Donc, cet aveuglement, les gens n'étaient pas idiots, était lié à cette certitude d'une puissance idéologique telle qu'on fermait les yeux sur une réalité qui n'avait strictement rien à voir avec ce dont on parle. Il a fallu, pour que ça soit massivement connu ou presque, le cinéma chinois pour rendre compte de ce que ça pouvait être. Donc, enfin, je prends cet exemple parce qu'il est caricatural, mais ça va de là, si vous voulez, cette prise de position d'Aragon en faveur de Staline. Vous avez tous peut-être entendu parler de ce fameux congrès des intellectuels en 1935, extraordinaire, qui interviennent de manière extrêmement critique à l'encontre des livres. Savez-vous que ce congrès était entièrement dominé par les communistes, si bien que des anarchistes comme Benjamin Constant n'ont pas eu droit à la parole, que certains dadaïstes de la première heure n'ont pas eu droit à la parole. C'est-à-dire que la bureaucratie était telle qu'elle n'apparaissait pas. Donc moi je l'explique comme ça. Et du même coup, comme les idéologies ont failli, comme il n'y a plus rien, il faut tout réinventer. Votre génération a une capacité extraordinaire. C'est vrai que c'est particulièrement, vous avez tourné, hein, mais tout est possible pour vous, absolument tout, parce que vous n'avez pas les dogmes. Il n'y a plus de dogmes. Hein, trotskisme, marxisme, tout ce que vous voulez, c'est fini ça. Et donc, il faut tout réinventer. Seulement, il faut savoir comment c'est né, déconstruire, de façon à ce que vous puissiez, en toute connaissance de cause, découvrir, par exemple, que, je ne dis pas n'importe quoi, mais vous allez considérer comme tel, que Proudhon n'était pas du tout anarchiste. Et qu'il faut aller voir des petits textes comme Joseph Desjacques, au cœur de roi, enfin, Joseph Desjacques qui a inventé le mot libertaire, etc., ou lire Godwin, et que ce n'est pas un hasard si précisément la responsabilité, l'émancipation conduisait les individus à être exigeants avec eux-mêmes, et comme Proudhon était d'un misogynie, particulièrement antisémite, bref, ces idéologies, aussi novatrices peuvent-elles apparaître, à partir du moment où il y a une faille de non-respect de l'autre, c'est-à-dire de non-respect de la liberté de l'autre, c'est-à-dire de non-respect de l'idée même d'émancipation, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Sauf que Proudhon est effectivement largement fêté, largement reconnu, enseigné, et que Jacques est mort dans la misère. Vous comprenez bien, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la difficulté la plus grande. Avoir comme idée constante que la liberté signifie la liberté de l'autre, c'est pas évident. Et donc, vous êtes les héritiers, et encore, vous êtes suffisamment jeunes pour peut-être vous en dégager, mais vous êtes les héritiers, comme disait Derrida dans ce très beau texte, le spectre de Marx, de 2 siècles d'illusions et de mensonges. À vous d'en faire ce. C'est pas très optimiste que je raconte. C'est pour ça que je vais rendre hommage à Miguel Amassour, qui lui a eu l'intelligence vraiment, bien sûr, il ne participait pas de cette école algérienne, a eu l'intelligence de retravailler sur cette première moitié du XIXe siècle pour saisir ce que l'utopie voulait dire. Et moi, j'ai toujours pas trouvé ma citation. Je ne peux pas la voir.
terminer avec cette note sympathique quand même. Hein. L'utopie qui est l'équivalent d'émancipation. Hein. L'utopie ne se réduit ni au signifiant, ni au signifié. Elle se tient dans ce lieu instable, la brèche. Ça vous va? Justement, mon livre, c'est là-dessus. Voilà, le retour de avec une critique systématique du structuration. Je pense que vous en pensiez. Il y a un écrivain qui a écrit il y a une année, il y a un génie macro comme ça. C'est pas du tout utilisé dans la. Ça ne peut pas que servir. Et les droits qui s'attachent. La première citation, c'est l'utopiste aujourd'hui n'est pas celui qui espère, n'est pas celui qui imagine, c'est celui qui imagine. Et ça définit. Parce qu'il est marqué par là. Je peux le temps de dire, mais par la reconstruction du je ne connais pas les utopies. Ce n'est pas que les utopies dans la mise en œuvre, c'est l'équivalent de des utopies. C'est réformateur, pardon. Et la question